Bonjour à toutes et à tous, troisième vidéo concernant donc le langage et la raison. Les mots nous éloignent-ils des choses? On est toujours dans ce chapitre, dans ce deuxième chapitre de la troisième grande partie du cours sur la culture. On va maintenant aborder bien, le grand 2 de ce cours qui pose la question suivante: sait-on toujours ce qu'on dit quand on parle? Il y a effectivement une différence entre dire et parler. Quand je parle, je peux très bien me parler à moi-même. Quand je dis quelque chose, je le dis toujours à quelqu'un. Donc savoir ce qu'on dit, ça paraît essentiel quand on parle. Et on verra notamment tout au long de cette deuxième partie ce fameux langage intérieur qu'on a avec soi-même. Chacun d'entre nous, quand on est seul avec soi-même, on se parle intérieurement. C'est-à-dire que bizarrement, nos pensées on a une voix intérieure, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on articule à l'intérieur de nous des phrases pour exprimer ce qu'on dit, ce qui est assez étonnant puisqu'on ne le dit à personne d'extérieur. Et il y a même des gens, par exemple, qui parlent tout seuls à longueur de journée. Tiens, je vais faire ça, tiens, je vais prendre ça. Ma mère est spécialiste de ça. Et quand je dis, maman, tu parles toute seule, elle me répond toujours, mais non, j'explique à mon chat. Bon, c'est une explication comme une autre. Mais en tout cas, effectivement, entre dire et parler, il y a à la fois des rapports qui sont des rapports de distanciation et en même temps, l'un a forcément besoin de l'autre. Dire et parler. On parle. Parfois pour ne rien dire, parfois à personne. Et quand on dit quelque chose, c'est toujours à quelqu'un. Donc, sait-on toujours ce qu'on dit quand on parle? Petit a, le rapport entre pensée et parole. Qu'est-ce que je mets dans les mots quand je parle de quelque chose? Rousseau estimait que le langage a commencé à apparaître chez l'homme quand il a fallu désigner des choses abstraites ou des choses absentes du regard. C'est-à-dire que pour Rousseau, et ça c'est intéressant à noter, à la base, puisque vous vous souvenez que Rousseau, une des bases de sa philosophie, consiste à séparer ce qui en nous réfère à l'état de nature et ce qui en nous réfère à l'état de culture. Dans mes comportements, qu'est-ce que j'ai de naturel? Qu'est-ce qui est resté de ma nature première? Puisque, effectivement, dans mon comportement au quotidien, il y a beaucoup de choses qui sont influencées par la culture, par la société. Mais il y a aussi, vraisemblablement, en nous des restes de cette fameuse nature. Et quand Rousseau imagine cet état de nature qui a précédé l'état de culture dans lequel nous sommes, eh bien, Rousseau dit, il existait une chose qui s'appelait le cri de la nature. Qu'est-ce que c'est que le cri de la nature? Eh bien, les animaux s'y livrent sans arrêt. C'est-à-dire que les animaux poussent, comme on l'a dit, des signaux quand ils sont dans certaines situations. Des situations, la plupart du temps, qui sont des situations de survie. Mais ces signaux-là n'étaient pas suffisants, dit Rousseau, pour désigner des choses abstraites. Imaginez deux personnages, deux hommes préhistoriques qui sont l'un en face de l'autre, et puis l'autre, l'un veut dire à l'autre, tiens, il y a un arbre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer avec le doigt, il va comme ça, et puis il va montrer l'arbre. L'autre a bien compris que le signe du doigt, c'est un cri de la nature, hein, parce que les animaux aussi désignent des choses autour d'eux. C'est un cri de la nature. Mais tout d'un coup, la situation se complexifie, et l'homme veut dire à l'autre, l'homme préhistorique veut dire à l'autre, oh, regarde cet arbre comme il est beau. Comment est-ce qu'il va faire passer le concept de beauté? Eh bien là, le cri de la nature va être remplacé par un langage beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre d'accord, il va falloir que ces deux hommes préhistoriques se mettent d'accord sur ce concept abstrait qui est un concept de beauté. Et donc voilà pourquoi, dit Rousseau, on est passé de cet état de nature, qui désigne des choses concrètes qui sont autour de nous, à l'état de culture, qui va commencer à désigner par le langage, par un langage beaucoup plus abstrait, beaucoup plus développé, beaucoup plus complexe, eh bien des choses qui sont purement de l'ordre de l'abstrait. Je suis triste, je suis amoureux, j'ai envie de faire telle ou telle chose et j'ai besoin de ta coopération, mais c'est un petit peu abstrait. Et bien là, effectivement, pour Rousseau, le cri de la nature primitif, qui consistait juste à désigner des choses, des paroles extrêmement simples, va être remplacé au fur et à mesure dans l'état de culture par un système de signes beaucoup plus complexe, et ça va être l'apparition pour Rousseau du langage sous sa forme culturelle. Donc voilà pourquoi effectivement Rousseau estime que le langage a commencé à apparaître chez l'homme quand il a fallu désigner des choses abstraites ou des choses absentes du regard. Et ça va permettre aussi, dit Rousseau, de faire ce qu'on appelle des catégories ou des généralités. Si je vous désigne un sapin et si je vous désigne un séquoia successivement, vous allez tout de suite dans votre tête ranger ça sous le concept arbre. Si je vous dis arbre, vous allez forcément avoir une idée précise de l'arbre en tête, mais un sapin, ça ne ressemble pas à un séquoia, ça ne ressemble pas à un bouleau, ça ne ressemble pas à un chêne. Et pourtant, on fait effectivement une généralisation. Et ça va encore plus loin chez l'homme, puisque si je vous dis un arbre généalogique,
ou un arbre en mathématiques, là, les arbres de probabilité par exemple, eh bien là c'est plus du tout un arbre comme un séquoia ou un bouleau. Mais on arrive à voir tout de suite ce que c'est. Si je vous dis arbre généalogique, vous allez tout de suite avoir en tête la forme que peut avoir un arbre généalogique. Et pourtant, enfin, ça n'a plus rien à voir avec l'arbre. Donc l'essentiel du langage pour Rousseau, c'est aussi de faire ça, c'est-à-dire d'abstraire et de généraliser, c'est-à-dire de faire des catégories. Il est très probable, dit Rousseau, que chez les animaux, les catégories n'existent pas. Chez les animaux, on est face à une collection d'objets individuels. Les généralités, les catégories n'existent pas. Alors que chez l'homme, très clairement, elles renvoient à des concepts, à des mots qui sont extrêmement précis, autant qu'ils sont abstraits. C'est assez étonnant. Il semble en effet que les mots se rattachent à des états d'esprit, à des pensées, à des idées sur le monde autour de nous, et plus seulement à des objets bel et bien présents. Mais ce rapport est-il logique ou purement arbitraire? Étude structuraliste du langage. Donc là, on va un petit peu plus loin, parce que dans la continuité de Rousseau, effectivement, le structuralisme va se mettre en place. Alors j'avais une question là-dessus. Le structuralisme, c'est quoi? Important de le noter, en fait, le structuralisme, c'est pas que sur le langage, d'accord? La pensée structuraliste, c'est une pensée qui va commencer à apparaître au début du XXe siècle et qui va se répandre dans l'ensemble des sciences humaines, c'est-à-dire non seulement l'étude du langage, mais aussi le langage de la société, comme la sociologie, les ethnies à travers l'ethnologie, l'étude de l'homme en général à travers l'anthropologie. Le structuralisme, c'est représenté par des gens comme Émile Benveniste, par exemple, chez les linguistes, mais aussi Claude Lévi-Strauss chez les anthropologues. Le structuralisme, c'est une forme de pensée qui dit dans tout ce que nous faisons, nous les humains, même les choses qui nous paraissent les plus anecdotiques ou les plus abstraites, il y a toujours des structures. Dans notre société, il y a des structures qui ne changent pas. C'est ça le structuralisme. Vous vous souvenez, on avait dit par exemple pour la culture, quand on avait fait l'introduction générale sur la culture, on avait dit qu'une société, quelle qu'elle soit, pardon, avait toujours une religion. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours une spiritualité. Ça, c'est une structure qui ne change pas dans la société. Toutes les sociétés ont un langage aussi. Ça, c'est une structure qui ne change pas. Toutes les sociétés contractent des mariages. C'est-à-dire que le concept de couple, quelle que soit la société, que vous soyez dans une tribu pygmée du fin fond de l'Amazonie ou à New York ou à Paris, le langage, le couple, le mariage, le couple existeront toujours. Ça, c'est une question de structure. C'est ça que veut nous dire le structuralisme. C'est que nous agissons toujours par structure. Et il y a même un philosophe dans les années 60 qui va aller assez loin là-dessus. C'est un philosophe français qui s'appelle Roland Barthes. Alors, c'est écrit B-A-R-T-H-E-S, comme Yann Barthès par exemple, ça se dit Barthes. Et Roland Barthes va écrire un livre qui s'appelle, un essai qui s'appelle Système de la mode, où il va analyser effectivement les phénomènes de mode dans les années 60. C'est là où les grands créateurs de mode, Saint-Laurent, Lagerfeld, vont commencer à proposer leur collection. Et Roland Barthes va dire, en fait, la mode, c'est aussi une structure qui correspond à une époque donnée, à une société donnée. Et si vous regardez effectivement les costumes, les tenues d'une époque donnée, vous pouvez trouver effectivement des structures qui vont se répondre et parler de la société à une époque donnée. Donc les structures dans la société existent partout, nous disent les structuralistes. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des clés d'entrée dans la société à travers les structures. Si je veux étudier une société, j'ai besoin de montrer quelle est la structure de cette société, dans son langage, dans sa mode, dans ses habitudes, dans ses religions, etc. Donc structuralisme, retenez bien ça, c'est pas seulement sur le langage, c'est essayer de dégager quelles sont les structures qui commandent une société à une époque donnée, une société humaine évidemment. Donc le structuralisme, pour l'ensemble des sciences humaines, c'est la possibilité de dégager chez l'homme des structures générales et communes de fonctionnement, quel que soit le pays, le continent ou la culture des peuples. Pour les linguistes structuralistes, donc effectivement, il y a des linguistes qui s'inscrivaient dans le mouvement structuraliste, la distinction entre les objets sensibles, c'est-à-dire les objets réels autour de nous, et les mots pour les dire, n'est jamais tout à fait la même dans les langues proches les unes des autres. C'est-à-dire que la structure du français n'est pas exactement la même que la structure de l'anglais, par exemple. Alors je donne cet exemple-là, les Anglais emploient deux termes différents pour désigner le même animal, vivant et mort. Un poulet vivant se dit hen, et un poulet mort qu'on mange, c'est chicken. Cette différence est visiblement une différence de culture. En effet, les Anglais semblent plus pudiques que nous et semblent dérangés par l'idée de manger mort les animaux qui sont autour d'eux. Tandis que pour les Français, visiblement, c'est pas gênant de manger mort les mêmes animaux qui se baladent autour de nous. La différence vient de l'état d'esprit de telle ou telle civilisation. Et c'est Isadora, je crois, qui en parlait sur l'appli WhatsApp. C'est un très bon exemple aussi de montrer que dans les tribus esquimaux, chez les esquimaux, il y a, je sais pas, plusieurs dizaines de mots différents pour qualifier la neige.
parce que les Esquimaux, ils sont habitués, ils ont de la neige toute l'année, enfin de moins en moins malheureusement, mais en tout cas, voilà, ils ont besoin de ça pour leur boulot, pour la chasse, pour des choses comme ça, et donc c'est important pour ce peuple-là d'avoir des mots très différents pour parler de la neige, alors que nous on dit neige, alors peut-être quand vous allez à la montagne, il y a la poudreuse, puis je sais pas quoi, enfin bon, c'est à peu près la même chose, alors que par exemple, des sociologues montraient que dans les pays où il neige jamais, par exemple en plein cœur de l'Afrique, il n'y a même pas de mot pour désigner le mot neige, parce que ça ne sert strictement à rien. Donc quand vous voyez les conditions et l'état d'esprit d'une civilisation, eh bien les structures de son langage vont correspondre aux structures de cette fameuse société. Voilà donc pour cette interdépendance qui existe entre le langage d'une civilisation et les structures même de base de cette civilisation. Petit b, on va parler de l'interdépendance entre parole et pensée. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, quand vous êtes tout seul et que vous pensez avec des mots. Vous faites des phrases dans votre tête. Vous vous parlez en quelque sorte à vous-même. C'est quand même étonnant parce qu'on a envie de se dire, bah oui, mais comme je parle à personne, je pourrais me contenter d'images qui passent dans ma tête ou des choses comme ça. Non, notre pensée, quand on est tout seul, quand on réfléchit, quand on pense, elle a besoin d'être aussi structurée par le langage. Donc la grande question qui se pose, c'est, avant de parler, comment pense un bébé, par exemple ? Comment pense un bébé qui ne maîtrise pas encore le langage? Hegel a la réponse, hein, elle est catégorique. Un bébé, c'est pas qu'il pense, c'est qu'il a une pensée extrêmement confuse, extrêmement nébuleuse, puisqu'il n'a pas encore les mots pour fixer cette pensée, pour pouvoir effectivement avoir une pensée précise. Hegel, donc, pense que la pensée humaine ne peut se passer des mots. En quelque sorte, on a inventé les mots, mais ce n'était pas un luxe parce que la pensée humaine a besoin de mots pour se fixer, même quand on se parle à soi-même. S'il n'y a pas de mots, la pensée est comme une nébuleuse confuse, un contenu brouillé, incommunicable et faible. Alors, on va lire le texte de Hegel, alors qui n'est pas du tout à la page 156, mais 178, n'importe quoi. Donc faites pause et puis prenez votre manuel, page 178, c'est le texte 2. Ce qui ne peut être dit est une pensée confuse. Parce que les mots nous sont extérieurs et apparemment superficiels, impersonnels, ils nous contraignent à clarifier notre pensée, en jouant avec eux pour les différencier, les préciser, les rendre communicables. Ainsi, c'est dans la superficialité des mots que la pensée peut devenir profonde. Effectivement, c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que, par exemple, Bergson avait la thèse contraire. Lui, Bergson disait, en fait, notre pensée, elle est extrêmement riche. C'est vrai que quand vous regardez ce que vous avez un petit peu dans la tête, vous vous rendez compte que vous avez des états d'esprit très très différents. Par exemple, vous pouvez très bien être triste 10 fois dans la journée, mais vous ne serez jamais triste exactement de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nos pensées sont extrêmement complexes, nos sentiments sont extrêmement complexes. Si vous êtes tombé plusieurs fois amoureux, par exemple, vous vous rendrez compte que vous n'êtes jamais amoureux de la même façon de deux personnes différentes. Et pourtant, dans les deux cas, on utilise le mot amoureux. Bref, pour Bergson, le langage est une étiquette qui restreint nos pensées. D'accord? Ça restreint nos pensées. C'est pour ça que des termes très abstraits, comme par exemple, je vais vous parler du terme amoureux, si je dis à quelqu'un, oh, je viens de rencontrer une fille formidable, je suis amoureux d'elle. Pour cette personne-là, c'est pas que ça voudra pas dire grand-chose, mais cette personne-là a sa propre façon d'être amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, dit Bergson, les mots sont des étiquettes, des conventions, mais qui ne reflètent que très très imparfaitement ce qu'on a dans la tête. Pour Hegel, c'est le contraire. Pour Hegel, au contraire, les mots, parce qu'ils nous restreignent, nous aident à penser de façon rationnelle. Ok, il y a 1000 façons d'être amoureux, mais le terme amoureux constitue l'essentiel de ce que ça veut dire. Et donc, c'est indispensable d'avoir des mots pour structurer notre pensée. Alors que pour Bergson, c'est le contraire. Les mots, finalement, ne font que réduire notre pensée, la caricaturer, en faire quelque chose, finalement, qui n'est pas très précis, puisque ce sont des étiquettes, justement, très imprécises pour clarifier notre pensée. Alors, continuons sur Hegel. Voilà ce qu'il dit, c'est dans les mots que nous pensons. Donc pour lui, clairement, il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de mots. Alors que pour Bergson, je vous le rappelle, il y a de la pensée qui est beaucoup plus importante que les mots, qui dépasse le simple cadre des mots, qui ne sont que des étiquettes imparfaites. C'est dans les mots que nous pensons, dit Hegel. Nous n'avons conscience de nos pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre infériorité, et par suite nous les marquons d'une forme externe, mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot qui seul nous offre l'existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Bref, ce qu'on a dans la tête et ce qu'on va communiquer aux autres, ça trouve enfin une véritable cohérence grâce aux mots. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative
insensé. Et il est également absurde de vouloir considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. L'ineffable, c'est quoi? C'est ce qu'on ne peut pas exprimer. En gros, c'est ce que dit Bergson. C'est-à-dire, ce que vous avez dans la tête, c'est tellement riche, tellement puissant, que quand vous le ramenez à des simples petits mots, c'est pas terrible. Le plus important, c'est l'ineffable. C'est pas le fait de dire je suis amoureux qui va compter, c'est votre façon d'être amoureux qui est beaucoup plus grandiose que ce simple petit mot minable amoureux. Pour Hegel, c'est le contraire. On croit ordinairement donc que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. Mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, l'ineffable, ce qu'on ne peut pas dire, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Donc très clairement, pour Hegel, il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de mots. C'est la pensée qui, depuis tout petit, depuis qu'on a appris le langage, qui fait que nous sommes des individus rationnels, puisque nous avons des mots qui sont tous les mêmes et qui nous permettent effectivement de communiquer entre nous des choses et qui nous permettent effectivement de pouvoir faire progresser au fur et à mesure notre pensée. Donc c'est dans les mots que nous pensons, selon Hegel, le mot fixe les pensées, il leur donne un aspect concret sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord. Si l'homme possède un esprit supérieur aux autres animaux, c'est qu'il a la conscience de ce qu'il est, et cette conscience se fixe dans le besoin de communiquer ses états d'esprit, ses opinions, sa vision du monde. Philosophes et linguistes s'accordent à dire que sans le secours des signes, des mots, nous serions incapables de distinguer deux idées de façon claire et constante. Ferdinand de Saussure, donc lui, voilà, vous pouvez y aller avec vos blagues, hein, c'est le père de la linguistique moderne, alors je le dis, père de la linguistique moderne, dit à ce propos, alors ça c'est intéressant parce que là, du coup, vraiment Saussure est tout à fait d'accord avec Hegel. Prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n'est nécessairement délimité, il n'y a pas d'idée préétablie et rien n'est distinct avant l'apparition de la langue. Bref, pour Ferdinand de Saussure, les pensées sont indistinctes. Les pensées sont mélangées, c'est une sorte de gloubi-boulga un peu bizarroïde. Et puis à partir du moment où on a les mots pour penser, eh bien ces mots fixent nos pensées et par conséquent, nous pouvons conceptualiser. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour Hegel comme pour Saussure, le mot nous aide à conceptualiser, à rationaliser nos états d'esprit. La langue n'est donc pas qu'un moyen de communication, elle contient la représentation du monde d'un peuple qui la parle. Donc voilà, la langue, le langage, la langue, ce n'est pas seulement juste parler, c'est dire les choses. Dire les choses et pouvoir communiquer, pouvoir faire avancer la société et la civilisation. Chaque peuple a sa langue, communauté primordiale qui rassemble des gens ayant une façon commune de penser et de voir les choses. C'est vrai aussi, c'est-à-dire que si on parle par exemple de la France, on va dire voilà, la France c'est liberté, égalité, solidarité, mais on est aussi des râleurs, etc. Et finalement c'est ça qui fait que notre peuple a une unicité, c'est le fait que nous soyons rassemblés sous des bannières et des mots qui réussissent à définir finalement ce que nous sommes. Je ne peux pas me définir si je n'ai pas des mots pour ça. Le langage serait donc bien plutôt une façon de nous rapprocher, non du monde autour de nous, mais de nous-mêmes et de la culture qui est autour de nous. Je me rapproche de moi-même, je peux me comprendre moi-même parce que je peux me conceptualiser à travers les mots. Si je dois me définir, je me définirai par des mots. Donc c'est pour ça effectivement que le langage a une importance primordiale et que la pensée n'existe pas, ou du moins n'est pas précise, tant qu'elle n'a pas les mots pour le dire. Voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera de la troisième partie du cours, les mots et le monde, un rapport ambigu. Je vais également vous envoyer les consignes pour la deuxième œuvre à étudier. Alors j'espère que vous l'aurez, n'hésitez pas à me le dire si vous n'avez pas eu le temps de l'acheter, parce que ça va être un petit peu compliqué de l'acheter, peut-être via Internet. Donc là, je m'adresse évidemment au terminal L. Ce sera le livre de Rousseau, justement, Origine et fondement des inégalités parmi les hommes. Je vous envoie tout à l'heure un message via École Directe pour que vous commenciez votre travail sur cette deuxième œuvre obligatoire. À bientôt pour la suite de nos cours.